Quand on regarde un planisphère politique du monde, une chose est frappante, c'est la permanence des tensions dans la région du Moyen-Orient. Les décennies passent et les crises et les guerres perdurent là. Je voulais donc voir où en sont ces tensions en ce début de 2010 et montrer qu'il y a plusieurs théâtres de conflits bien différenciés, mais qu'en même temps, ils sont tous reliés les uns aux autres. D'abord, de quel espace géopolitique parle-t-on ? Il y a 4 théâtres de crise interdépendants. Le Proche-Orient lui-même, avec le conflit israélo-palestinien, qui en ce début de 2010 ne s'oriente pas vers l'apaisement. L'Irak, dont la situation n'est pas stabilisée. L'Iran, bien sûr, immédiatement voisin. Et plus à l'est encore, l'Afghanistan et le Pakistan, dont les guerres sont liées à la problématique de l'extrémisme islamiste. Voilà donc ces 4 théâtres, différents dans leur mobile de crise, et pourtant, certains y voient comme un arc continu. Donc allons voir de plus près. Voici d'abord une carte du Levant. La situation en 2010, entre Israéliens et Palestiniens, se résume par un double blocage. L'actuel gouvernement israélien, en place depuis mars 2009, refuse d'avancer sur la création d'un État palestinien, pourtant prévu par les accords d'Annapolis de 2007. Il ne veut pas non plus céder à la nouvelle administration américaine sur un gel des colonisations en Cisjordanie, dont la partie palestinienne fait pourtant un préalable pour toute relance des discussions. Israël gagne peu à peu du territoire, d'abord sur Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem, et sur la Cisjordanie, avec l'établissement d'implantations juives à l'est de la ligne verte. Un mur vient physiquement séparer Israéliens et Palestiniens. 413 km sont déjà construits, auxquels vont bientôt s'ajouter 296 km, soit un total prévu de 709 km. Il s'agit d'un mur en béton de 8 mètres de haut, mais aussi de barrières de barbelés, construits à certains endroits bien à l'est de la ligne verte de 1967, donc cela empiète sur le territoire palestinien. En face, deuxième blocage dû aux factions palestiniennes elles-mêmes. Le Fatah, qui gère incomplètement la partie non colonisée de la Cisjordanie, et son chef Mahmoud Abbas, qui laisse l'autorité palestinienne sans stratégie et fait semblant d'hésiter à se représenter à la présidence de l'autorité pour obtenir une plus grande implication internationale dans la résolution du conflit. De l'autre côté, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza avec une grande brutalité. Dévastée par la guerre de 2008 avec Tsahal, Gaza n'est face à aucun projet économique précis pour reconstruire ce que les guerres viennent régulièrement détruire. Ce territoire est presque complètement bouclé, avec très peu de points de passage, ce qui rend encore plus impossible les perspectives de développement économique. Là aussi, aucune stratégie politique autre que la conquête du pouvoir interpalestinien. Ces deux mouvements sont de toute façon si affaiblis qu'ils laissent la place aux influences extérieures. Égypte, Arabie saoudite soutenant le Fatah, Syrie et Iran soutenant le Hamas et le mouvement Hezbollah au Liban. Le gouvernement israélien affirme unilatéralement sa hiérarchie des problèmes, lutter contre le terrorisme et empêcher par toutes les options possibles que l'Iran ne se dote d'un matériel nucléaire militaire. La création d'un État palestinien serait donc quelque chose de secondaire. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucun processus de paix en route. Plus à l'est, voyons où en est le deuxième théâtre du conflit, l'Irak. Pour comprendre la situation de l'Irak en 2010, il faut retenir au minimum 3 données. D'abord, les nappes de pétrole. L'Irak est en 3e position, derrière l'Arabie saoudite et l'Iran, soit 9% pour ce qui est des réserves mondiales. Alors, du fait de l'instabilité militaire et des investissements insuffisants, on le voit bien ici sur la courbe, la production pétrolière est à peine supérieure à celle de l'année 2002, avant le renversement de la dictature, et toujours inférieure à ce qu'elle était avant la première guerre contre l'Irak en 1990. Ensuite, le gouvernement irakien a lancé des appels d'offres fin 2009 vers les compagnies pétrolières étrangères afin de relancer l'exploitation, mais aussi l'exploration. En matière de production, le gouvernement voudrait que l'Irak vienne
se placer à la 2e place mondiale d'ici 2020, derrière l'Arabie saoudite, ce qui aiderait à la reconstruction du pays. Or, rien n'indique que l'objectif sera atteint. D'abord parce que le Parlement irakien n'a toujours pas voté la loi sur le pétrole, donc les majors internationales hésitent à investir, d'autant plus que les prix imposés aux majors lors de l'appel d'offres ont été inhabituellement bas. Deuxième élément en évolution, les allégeances religieuses dans ce pays. Les chiites sont majoritaires, autour de 60%, et les sunnites, qui ont perdu en 2003 le pouvoir qu'ils détenaient depuis les années 1920, et sont autour de 20%. Or, les élections législatives du 7 mars 2010 ont montré que le Parlement élu était désormais formé par des coalitions politiques qui ne tenaient plus systématiquement compte des appartenances religieuses ou ethniques. Mais cela n'indique pas pour autant qu'il y a en Irak cohésion de la nation, car demeure la question kurde. Les Kurdes formeraient autour de 20% de la population irakienne. Un gouvernement autonome kurde a été reconnu en 2005 et il contrôle la zone que vous voyez là, et cela ne correspond pas exactement à la zone de peuplement kurde dans le pays. Et le gouvernement kurde irakien affiche auprès du gouvernement de Bagdad des revendications territoriales vers le sud-ouest, ce qui inclut, on le voit là sur la carte, la région de Kirkouk, et son sous-sol détiendrait 13%, voire beaucoup plus, des réserves prouvées du pétrole irakien. Il y a donc à régler la question du statut de Kirkouk et de ses réserves, et la question institutionnelle dans le pays. Quel type de régime? Centralisé ou fédéral? Troisième élément, les troupes américaines. Elles sont d'environ 120 000 hommes début 2010. Elles se sont retirées des villes en juin 2009 et doivent quitter le pays totalement, en principe, en septembre 2011. Ce retrait est une des priorités pour l'exécutif américain. D'abord, il faut assumer le legs désastreux laissé par la précédente administration Bush, car pendant que les Américains commençaient à s'enliser en Irak, l'Iran pouvait en tirer le maximum de bénéfices sur la question nucléaire comme sur la posture vis-à-vis d'Israël. Ensuite, ce retrait américain, dont la stabilité est essentielle, car plus l'Irak est stable, moins le régime iranien peut s'immiscer dans ses affaires intérieures. Donc, troisième théâtre de crise, l'Iran justement. On connaît la situation intérieure sur le plan de la démocratie. Elle est tout aussi mauvaise en termes de situation économique ou de corruption. Alors, en échange du fait que Téhéran facilite la sortie américaine d'Irak et ouvre sur des compromis avec le Hamas en Israël et avec le Hezbollah au Liban, le président américain serait prêt à garantir à la République islamique la fin des embargos économiques et la sécurité de l'Iran à l'intérieur d'un système régional. Eh bien, le pari d'Obama est risqué, car pour le monde arabe sunnite, ce type de donnant-donnant ne doit pas permettre pour autant à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, car cela ouvrirait vers une prolifération au Moyen-Orient. Une chose est sûre, l'Iran est maintenant débarrassé de la menace de Saddam Hussein sur son flanc ouest et du régime des talibans sur son flanc est. Ce qui nous amène au 4e théâtre de conflit dans la région, le théâtre AfPak. Pourquoi cette dénomination qui est plus militaire que politique? L'essentiel de l'insurrection conduite par les talibans trouve sa base en zone pachtoune, cela par opposition aux autres ethnies afghanes. Cette zone est à cheval sur l'Afghanistan et l'ouest du Pakistan. Les mouvements islamistes radicaux sont réfugiés dans les zones tribales pakistanaises, transformées, pour certaines d'entre elles, en émirats islamiques. C'est cela, la zone AfPak. Les talibans et Al-Qaïda y sont pourchassés en étant ciblés par des drones. D'abord parce qu'il faut frapper là où se trouve le commandement des troupes djihadistes, et ensuite parce que le Pakistan est désormais l'épicentre de la guerre. Non seulement les talibans ont repris pied en Afghanistan, mais ils menacent l'intégrité du Pakistan, profitant de la faiblesse du pouvoir politique et des divisions de l'armée, pour s'emparer des vallées du Chitral et de Swat, et ainsi s'approcher de la capitale, Islamabad. Voilà une guerre qu'il n'est pas possible de perdre car tout est lié. Le paradoxe premier, qui est difficile à rendre public pour les régimes arabes, c'est que le jeu chiite iranien plus l'hypothèse nucléaire font de l'Iran une menace désormais bien plus grave
que celle exercée par Israël. Deuxième paradoxe, Téhéran rejoint les intérêts américains en ne voulant pas d'un retour des talibans en Afghanistan. Alors tout est lié, en effet. 60 ans de tensions et de guerre entre Israël et les Palestiniens, 60 ans aussi dans les vallées du Cachemire, entre Pakistan et Inde, 30 ans en Afghanistan, 30 ans en Irak et 30 ans en Iran. Alors en réponse, on peut faire deux lectures de la nouvelle diplomatie américaine. Un ennemi modéré est perçu comme un ennemi faible, on peut le vaincre, donc c'est mobilisateur. Mais on peut dire exactement le contraire. Plus Obama est modéré, plus cela gêne les extrémistes qui ont justement besoin d'un antagonisme très affiché. Vous pouvez prolonger cette réflexion en lisant Le Moyen-Orient en 50 cartes et fiches de Hélène Thiollet aux éditions Ellipse. Vous pouvez lire aussi L'Atlas des crises et des conflits de Pascal Boniface et Hubert Védrine aux éditions Armand Collin et Fayard. Et puis, Gérard Chalian et Jean-Pierre Rageot publient une géopolitique des empires aux éditions Artaud. Vous pouvez retrouver toutes ces références et puis d'autres pour des ouvrages en langue allemande sur le site du Dessous des cartes arte.tv.